Avez-vous déjà éprouvé l'étrange sentiment qu'une rencontre a changé le cours de votre vie? Peut-être s'agissait-il d'une personne apparue soudainement, d'un bref regard qui semblait chargé de sens pour des siècles, ou même d'un simple événement qui, inexplicablement, vous a marqué à jamais. Carl Jung disait que rien de tout cela n'est une coïncidence. Pour lui, le hasard n'est rien d'autre qu'une illusion créée par un esprit incapable de supporter l'immensité de l'invisible. La vie, selon Jung, est mue par des fils secrets, et chaque personne que nous croisons est le symbole vivant de quelque chose qui existe déjà en nous. Ceux que nous rencontrons ne sont pas des étrangers, mais des fragments de nous-mêmes, des reflets de notre monde intérieur projetés sur la scène de la réalité. Il est troublant de penser que rien n'est vraiment fortuit. Toutes les conversations, même les plus banales, sont-elles porteuses de messages cachés? Chaque amitié, chaque passion, chaque conflit a-t-il une fonction spécifique dans notre développement? Jung le croyait. Il appelait cela la synchronicité, cette coïncidence mystérieuse et significative qui relie ce qui se passe à l'extérieur de nous à ce qui vibre en nous. Il ne s'agit pas d'une question de cause à effet, mais d'un lien symbolique, d'un pont entre la psyché et le cosmos. Tout comme les interprètes des rêves antiques lisaient des présages dans les étoiles, Jung voyait dans les coïncidences un signe que l'inconscient cherchait à communiquer avec nous. Imaginez un instant que l'univers est comme une vaste étoffe. Chaque fil représente une vie, et les intersections entre ces fils sont les rencontres que nous vivons. On pourrait croire que deux fils se croisent par hasard, mais Jung nous invite à regarder plus en profondeur. Le dessin de cette étoffe n'est pas chaotique, mais un motif archétypal qui se répète à travers les cultures et les époques. Les mythes anciens en parlent déjà. En Grèce, le destin était tissé par les Parques, 3 femmes qui contrôlaient le fil de la vie de chaque être humain. Dans la tradition nordique, ce sont les Nornes qui tissaient les destinées sous les racines d'Yggdrasil, l'arbre cosmique. Jung retrouve cette sagesse ancienne et la traduit en psychologie moderne. Nos rencontres sont des toiles de sens, expression de l'inconscient collectif qui se manifeste dans notre quotidien. Et alors une question dérangeante surgit, dans quelle mesure contrôlons-nous le cours de notre vie? Si rien n'est dû au hasard, sommes-nous encore libres? Jung répondrait oui, mais d'une manière différente de la liberté que nous imaginons habituellement. Pour lui, la véritable liberté ne réside pas dans le déni des symboles qui surgissent en chemin, mais dans l'apprentissage de leur reconnaissance et de leur interaction. C'est comme si la vie était une grande pièce de théâtre, le scénario est établi, mais la façon dont nous interprétons le rôle et interagissons avec les autres acteurs définit le sens ultime de l'histoire. Combien de fois avez-vous rencontré quelqu'un qui vous a semblé familier dès le premier instant? Comme si cette personne avait déjà fait partie de votre vie sous une autre forme, à une autre époque. Jung disait que cela se produit parce que nous trouvons en lui quelque chose qui résonne avec nos propres images intérieures. Ce peut être un trait de caractère que nous préférons ignorer, une qualité que nous souhaitons secrètement éveiller, ou même un appel à quelque chose que notre âme a besoin d'apprendre. L'autre devient un miroir, et le reflet n'est jamais neutre, il révèle ou provoque, suscite tendresse ou fureur, mais il est toujours porteur d'un but. Rien n'est plus révélateur que de réaliser que même les rencontres les plus douloureuses ont un sens. Jung soulignait que non seulement les personnes qui nous inspirent participent à la construction de notre être, mais aussi celles qui nous mettent au défi, nous blessent et éveillent nos peurs. C'est lors de ces rencontres que la psyché nous pousse à nous introspecter et à affronter ce que nous évitons. La colère que nous ressentons envers les autres est souvent celle que nous ressentons envers nous-mêmes. Le mépris que nous éprouvons envers quelqu'un peut être le reflet d'une part de notre propre âme rejetée. Nous ne pouvons tolérer chez les autres ce que nous n'avons pas encore accepté en nous-mêmes. La synchronicité n'est donc pas seulement un phénomène curieux. C'est une vocation spirituelle. C'est comme si l'univers, dans son langage symbolique, nous envoyait constamment des signaux indiquant que tout a une raison d'être. Rien n'arrive par hasard, car chaque événement est inscrit dans la trame de l'âme. Mais sommes-nous assez attentifs pour en prendre conscience? Combien de fois ignorons-nous ces signes, les réduisant à de simples coïncidences? Combien de fois traitons-nous une rencontre particulière comme un événement ordinaire? Jung pensait que cette cécité au symbolique était l'une des plus grandes souffrances de l'homme moderne. Enfermés dans la rationalité et l'immédiateté, les êtres humains ont oublié l'existence d'un fondement mythique qui soutient la vie. Ils ont oublié que les dieux et les archétypes sont toujours vivants, mais qu'ils se manifestent désormais dans les rencontres, les rêves et les synchronicités. Ce qui était autrefois lu dans les temples et les oracles apparaît désormais dans le quotidien le plus banal. Le problème est que nous avons perdu la sensibilité nécessaire pour interpréter. La psychologie analytique nous invite à retrouver cette sensibilité. Imaginez que chaque personne qui se présente à vous soit une page d'un livre écrit par votre âme. Certains chapitres parlent d'amour, d'autres de perte, d'autres de courage, mais tous sont indispensables. Ignorer ces pages, c'est comme arracher des pans d'un livre écrit pour révéler qui vous êtes vraiment. Et pourtant,
Combien d'entre nous résistent? Combien d'entre nous ne recherchent que des rencontres faciles et douces, ignorant que les plus difficiles recèlent lors de la transformation? Cet or caché est ce que Jung appelait l'individuation, le processus de devenir entier, de réconcilier le conscient et l'inconscient, la lumière et l'ombre. Chaque rencontre est une étape de ce voyage, un rappel que nous ne sommes pas isolés, mais profondément connectés à quelque chose de plus grand. Lorsque nous acceptons que rien n'est fortuit, nous commençons à vivre différemment. Les rencontres cessent d'être de simples accidents pour devenir des rituels. Les gens cessent d'être des étrangers pour devenir des messagers. Le quotidien cesse d'être banal et devient sacré. Mais il n'est pas toujours facile de voir les choses ainsi. Parfois, la douleur est si intense qu'on a du mal à croire qu'elle est une raison d'être. Qui ne s'est jamais demandé, face à une perte ou une déception, pourquoi cela m'est-il arrivé? Jung nous dirait que ces situations, aussi sombres soient-elles, font aussi partie d'un tissu plus vaste. L'inconscient collectif tisse non seulement des histoires de lumière, mais aussi d'obscurité. Le héros d'un mythe ne se forme jamais sans avoir d'abord traversé les enfers. De même, on ne devient jamais complet sans avoir affronté la nuit de l'âme. Pensez à toutes les personnes qui ont traversé votre vie jusqu'à présent. Certaines que vous avez aimées, d'autres que vous avez perdues, certaines qui souffrent peut-être encore lorsqu'on s'en souvient. Toutes, sans exception, étaient l'expression d'une psyché en quête d'équilibre. Chacune d'elles vous a tendu un miroir différent. Certaines ont révélé votre capacité à aimer, d'autres votre besoin de pardon, d'autres votre force cachée, d'autres encore votre fragilité. Rien n'était inutile. Rien n'était accidentel. Tout faisait partie du travail secret qui vous a amené à devenir qui vous êtes. Et si vous pouviez, en regardant en arrière, constater que chaque détail recèle un sens caché? Que même les personnes que vous aimeriez oublier étaient en réalité des maîtres déguisés? C'est la proposition de Jung, prendre conscience que nous vivons dans un univers symbolique. Que la vie n'est pas une succession de coïncidences, mais une chorégraphie sacrée où chaque pas, chaque rencontre, chaque synchronicité mène à la même destination, la découverte de soi. Cet éveil est inconfortable car il exige une certaine responsabilité. Si rien n'est dû au hasard, nous ne pouvons plus nous placer dans le rôle de victime du destin. Nous devons reconnaître que les personnes que nous attirons reflètent nos vibrations intérieures. Nous devons accepter que les rencontres difficiles témoignent de blessures que nous portons encore. Nous devons admettre que même nos amours idéaux peuvent être des projections de ce que nous souhaitons trouver en nous-mêmes. Mais en même temps, cet éveil est libérateur. Car il signifie que nous ne sommes pas à la dérive. Il existe une intelligence cachée, un ordre symbolique qui guide chaque détail de la vie. Reconnaître cela restaure notre confiance et notre foi. Non pas une foi aveugle en quelque chose d'extérieur, mais une foi vivante dans la capacité de l'inconscient à communiquer avec nous par la rencontre. Rien n'est fortuit, car chaque personne qui apparaît est un signe que la vie est attentive à notre processus. En fin de compte, ce que Jung nous invite à comprendre, c'est que chaque visage est un archétype, chaque conversation un oracle, chaque synchronicité une prière silencieuse de l'âme. Ce que nous appelons coïncidence n'est que le voile de l'ignorance. Derrière lui, il y a toujours un message. La question est, sommes-nous prêts à l'écouter? Et ainsi, la première vérité s'impose, il n'y a pas de coïncidence. L'univers nous parle à travers les rencontres, et chaque personne est un symbole vivant de qui nous sommes et de qui nous pouvons devenir. L'éveil commence lorsque nous osons regarder au-delà de la surface et voir que l'autre n'est pas venu par hasard, mais en réponse à quelque chose qui vibre déjà en nous. Ce n'est qu'un début. Car si tout résonne, si tout se connecte, la question qui demeure est inévitable. Qu'est-ce qui façonne exactement ces résonances invisibles? Depuis l'aube de l'humanité, les êtres humains ont compris que la vie est faite de vibrations. Le son d'un tambour lors d'une cérémonie ancestrale, l'écho d'un chant dans une grotte, le murmure de l'eau qui coule entre les rochers ont toujours éveillé en eux le sentiment d'une connexion secrète entre eux et le monde. Carl Jung redécouvre cette intuition et nous rappelle que tout vibre, tout palpite à des fréquences invisibles, et que nos âmes sont comme des instruments émettant leur propre mélodie. La loi de résonance nous permet de comprendre que rien de ce qui nous arrive ne nous est extérieur. Tout comme deux cordes accordées entrent en résonance lorsqu'on en pince une, nous attirons également des personnes et des événements qui vibrent à la même fréquence que nous. Nous ne sommes pas des aimants passifs, nous sommes des centres d'émission qui irradient notre psyché vers le monde, et le monde répond par des rencontres qui reflètent cette émission. Imaginez un instant simple, vous êtes dans un café, distrait, et quelqu'un à côté de vous entame une conversation sur le sujet précis qui vous occupait l'esprit quelques minutes auparavant. On pourrait parler de coïncidence, mais Jung parlerait de résonance. Votre état intérieur a suscité cette situation. Ou imaginez qu'après des jours d'angoisse sans raison apparente, vous rencontriez quelqu'un qui partage la même douleur. Cette rencontre n'est pas fortuite, c'est le reflet vibratoire d'une émotion déjà présente.
L'univers semble nous répondre, mais en réalité, c'est notre âme qui crée des ondes qui reviennent sous forme d'expérience. La réalité est un écho. Cette vision peut paraître trop poétique jusqu'à ce qu'on la vive si intensément qu'elle devienne impossible à ignorer. Qui n'a jamais vécu quelque chose d'aussi improbable qu'il semblait soigneusement orchestré? Jung disait que ces moments de résonance ne sont pas rares, mais que nous ne les remarquons tout simplement pas, car nous sommes insensibles à l'agitation du quotidien. L'œil moderne est habitué à rechercher la logique, les statistiques et les explications rationnelles, mais la vie psychique communique symboliquement. Le hasard, pour Jung, est le rideau qui cache le balai des énergies invisibles. Ce que nous appelons coïncidence n'est que l'incapacité à percevoir que l'intérieur et l'extérieur sont identiques. Mais que signifie réellement vibrer à une certaine fréquence? Cela signifie que chaque pensée, chaque émotion, chaque souvenir refoulé, conscient ou inconscient, crée une tonalité dans le champ de l'âme. Une personne qui éprouve une peur du rejet peut attirer des personnes qui confirment cette peur, même inconsciemment. Une personne qui se sent indigne d'amour peut se retrouver à plusieurs reprises dans des relations froides et distantes. À l'inverse, une personne qui cultive la compassion et la confiance peut naturellement rayonner de rencontres plus légères et plus enrichissantes. Il ne s'agit pas seulement de psychologie superficielle, mais de la logique profonde de l'inconscient. Jung croyait que l'inconscient se manifeste dans les formes extérieures de la vie et que chaque événement est le symbole de ce qui n'a pas encore été pleinement intégré en nous. Peut-être vous souvenez-vous de quelqu'un qui est entré dans votre vie en pleine crise. C'était comme si cette personne vous avait tenu la main alors que tout semblait s'écrouler. Jung disait que cette arrivée n'était pas un hasard, mais une réponse de votre inconscient au désespoir qui vibrait en vous. Ou peut-être avez-vous rencontré quelqu'un qui a éveillé des passions débordantes, comme si un magnétisme inexplicable vous unissait. Ce magnétisme n'est souvent pas une simple attirance physique ou une affinité fortuite, c'est une résonance archétypale, une profonde convocation entre deux âmes portant des blessures ou des désirs similaires. La rencontre semble inévitable car, en un sens, elle était déjà inscrite dans les vibrations de la psyché. Il est troublant de penser que nous attirons aussi ce que nous rejetons. Que nos peurs non seulement habitent notre esprit, mais façonnent aussi la réalité qui nous entoure. Un homme qui craint la trahison peut finir par attirer des histoires d'infidélité répétées. Une femme qui craint l'abandon peut, sans s'en rendre compte, choisir des partenaires incapables de rester. Il ne s'agit pas d'une punition, mais d'une résonance. La vie extérieure réagit aux fréquences internes, même si celles-ci sont enfouies au plus profond de l'inconscient. Ce qui n'est pas reconnu en nous revient sous forme d'expérience, nous forçant à y faire face. Cela explique pourquoi certains schémas semblent se répéter, comme si nous étions prisonniers d'un cycle. La répétition est le cri d'intégration de l'inconscient. Mais si tout vibre et s'attire par similarité, une question se pose, serait-il possible de modifier nos fréquences, et par conséquent, nos rencontres? Jung le croyait. Pour lui, la connaissance de soi et l'individuation transforment la qualité de l'énergie que nous rayonnons. Lorsque nous reconnaissons nos zones d'ombre et cédons à nos rejets, nous commençons à émettre une vibration plus authentique. Et une vibration authentique attire des rencontres plus significatives. Cela ne signifie pas que nous cesserons de relever des défis, mais plutôt que chaque défi sera perçu comme faisant partie d'un processus, et non comme une punition aveugle. La loi de résonance nous invite à assumer la responsabilité de la qualité de ce que nous attirons. Imaginez quelqu'un qui vit dans un état constant de ressentiment. Cette personne a tendance à attirer des situations qui renforcent son ressentiment, perpétuant ainsi le cycle. Mais si, à un moment donné, elle décide de regarder en elle-même et de comprendre l'origine de ce ressentiment, en reconnaissant son origine, sa vibration commence à changer. Et alors, ces rencontres changent aussi. Peut-être surgiront-elles, offrant de nouvelles perspectives, peut-être des opportunités de guérison se présenteront-elles, peut-être le cycle se brisera-t-il de manière inattendue. Le mystère réside dans le fait qu'il n'est pas nécessaire d'imposer quoi que ce soit au monde extérieur, il suffit de modifier sa fréquence interne, et le monde extérieur se reconfigurera en conséquence. L'exemple le plus clair se trouve dans les histoires de transformation personnelle. Une personne ayant vécu des années de relations abusives réalise enfin que le schéma s'est répété non pas par malchance, mais parce qu'elle nourrissait une croyance inconsciente d'inutilité. En brisant cette croyance, en affrontant l'ombre qui la soutenait, la personne modifie sa vibration. Et alors, comme par magie, elle attire des relations plus saines. Ce n'est pas de la magie, c'est de la psychologie profonde. Jung disait que lorsque nous ramenons à la conscience ce qui était inconscient, nous libérons le pouvoir créatif qui était auparavant prisonnier de la répétition. La résonance change parce que la fréquence a changé. Cependant, la prudence est de mise. La loi de résonance ne doit pas servir d'explication simpliste à toute souffrance.
Il ne s'agit pas de blâmer les gens pour leurs expériences, mais de révéler l'existence d'un lien symbolique entre ce qui est intérieur et ce qui se manifeste à l'extérieur. Jung n'a jamais parlé du destin comme d'une punition, mais comme d'une possibilité de conscience. Ce que la vie nous apporte n'est pas une sentence, mais un miroir. Et chaque miroir peut être interprété différemment selon le point de vue. La grande tâche consiste à apprendre à lire les signes sans peur, avec ouverture et responsabilité. Il y a aussi une beauté mystérieuse à comprendre que la résonance n'attire pas seulement les personnes ou les situations négatives, mais aussi des rencontres lumineuses qui semblent porteuses de bénédictions. Quiconque a déjà vécu l'instant d'une rencontre avec quelqu'un qui lui a apporté une paix immédiate sait de quoi je parle. C'est comme si cette rencontre rappelait ce qui était déjà inscrit dans l'âme. Dans ces moments, nous avons le sentiment que la vie nous reconnaît. Jung voyait ces expériences comme la preuve que l'inconscient collectif nous relie à quelque chose de plus grand, à un champ de sens qui transcende l'individu. Ces personnes ne viennent pas combler un vide extérieur, mais nous rappeler la plénitude qui existe déjà en nous. Pensez aussi au moment où des idées ou des opportunités sont apparues presque comme par magie, comme si quelqu'un vous avait placé au bon endroit au bon moment. Pour Jung, ces synchronicités sont des résonances entre la psyché individuelle et le tout. C'est comme si l'univers confirmait que nous sommes en phase avec notre processus intérieur. Et lorsque nous en prenons conscience, notre confiance grandit. Nous commençons à nous sentir guidés, non par des forces extérieures arbitraires, mais par l'intelligence de la vie elle-même. La synchronicité est la preuve que la psyché et le monde ne sont pas séparés, mais le reflet d'une même réalité. Et pourtant, malgré ces signes, nous nous interrogeons encore, est-il possible que l'univers nous parle réellement à travers nos rencontres ? Interprétons-nous simplement des schémas là où il n'en existe pas ? Jung pensait que cette question révèle à quel point nous résistons à l'idée que la vie est symbolique. Il est plus facile de croire au hasard que d'accepter que chaque détail ait une signification. Il est plus confortable de supposer que nous sommes victimes de la chance ou de l'infortune que de supposer que nous attirons ce qui résonne en nous. La résonance ne requiert pas d'explication logique, elle exige l'écoute. L'univers ne parle pas en mots, il parle en symboles. Et les symboles se manifestent dans les rencontres. Certaines rencontres, par exemple, semblent si improbables qu'elles changent notre perspective à jamais. Un voyage inattendu où l'on rencontre quelqu'un qui partage exactement le même rêve, des retrouvailles avec quelqu'un que l'on n'a pas vu depuis des décennies juste au moment où l'on a besoin d'entendre une phrase qui change une vie, ou même un inconnu qui croise notre chemin quelques instants mais laisse une trace indélébile. Jung dirait que ces épisodes sont des portails, des moments où l'inconscient collectif se manifeste si clairement qu'il est impossible de l'ignorer. Il nous rappelle que la vie est plus profonde qu'on ne l'imagine. En ce sens, la loi de résonance n'est pas seulement une théorie psychologique. C'est un appel spirituel à prêter attention à la qualité des vibrations que nous émettons. Car chaque pensée de peur, d'amour, de colère ou d'espoir est projetée dans la structure du monde et nous revient sous forme d'expérience. La vie est un écho. Ce que nous vibrons, consciemment ou inconsciemment, nous revient sous forme de personnes, de rencontres et de circonstances. Ce que nous appelons destin est souvent la récolte des graines vibratoires que nous semons dans le champ invisible de l'existence. Cette prise de conscience peut transformer radicalement notre mode de vie. Si nous comprenons que tout vibre et que nous attirons ce qui résonne en nous, nous commençons à nous soucier davantage de ce que nous cultivons intérieurement. Nous cessons d'être otages du hasard et devenons co-auteurs de la vie. Nous commençons à comprendre que la paix intérieure n'est pas seulement un état psychologique, mais une fréquence qui attire des rencontres plus harmonieuses. Que la compassion n'est pas seulement une vertu, mais une vibration qui génère des connexions plus profondes. Que l'amour n'est pas seulement un sentiment, mais une énergie qui réorganise le monde qui nous entoure. Tout ce que nous vibrons revient, car la vie est un champ de résonance. Mais même avec cette clarté, le mystère demeurera toujours. Car nous ne pouvons jamais prédire précisément comment la résonance se manifestera. Nous pouvons cultiver l'amour tout en rencontrant des personnes qui nous mettent au défi. Nous pouvons vibrer avec confiance tout en surmontant les difficultés. Jung nous a rappelé que l'inconscient n'obéit pas à une logique linéaire, mais plutôt à des symboles. L'important n'est pas que la rencontre soit facile ou difficile, mais qu'elle nous mène à l'intégration. Et en ce sens, même l'inattendu est porteur de sagesse. Car c'est parfois dans le choc, la surprise, l'improbable que l'âme trouve la révélation dont elle a le plus besoin. Ainsi, la vie devient une danse entre ce que nous émettons et ce que nous recevons. Nous ne sommes pas seuls, nous ne sommes pas à la dérive. Nous sommes immergés dans un champ de vibrations qui reflète notre propre âme. Lorsque nous comprenons cela, les rencontres cessent d'être de simples accidents et commencent à être perçues comme des miroirs, des messages, des symboles. Chaque personne est le reflet de quelque chose qui vibre en nous. Chaque situation est une synchronicité qui nous révèle ce qui reste à voir. Rien n'est neutre,
rien n'est vide, tout est résonance. Et c'est à ce stade que surgit l'inévitable question suivante: si chaque rencontre est le reflet de nos vibrations, quel est alors le véritable sens de ces relations? Après tout, qu'est-ce que chaque personne qui apparaît dans notre vie a à nous apprendre sur nous-mêmes? Chaque rencontre humaine est une invitation. Carl Jung affirmait que personne n'entre dans notre vie par hasard et que chaque personne que nous croisons devient un miroir, révélant des aspects cachés de notre être. Ce ne sont pas de simples passants, ce sont des symboles vivants des forces archétypales qui nous habitent. Un ami peut incarner l'archétype du gardien, un adversaire peut prendre les traits du filou, une passion débordante peut refléter l'anima ou l'animus, et même un étranger que nous ne voyons qu'une seule fois peut porter un message qui ébranle nos certitudes. La vie nous offre des maîtres déguisés en personnes ordinaires, et les leçons qu'ils nous apportent sont rarement explicites, elles constituent presque toujours une énigme à déchiffrer. Le quotidien est rempli de ces miroirs, mais notre hâte nous empêche de les remarquer. Un commentaire apparemment anodin peut déclencher en nous une colère disproportionnée, cela ne se produit pas parce que la personne nous a provoqué intentionnellement, mais parce qu'il a touché quelque chose de déjà latent en nous. Une critique inattendue peut raviver de vieux souvenirs de rejet, tandis qu'un geste de gentillesse peut ouvrir des blessures cachées par la conviction de ne pas mériter d'attention. L'autre est toujours un miroir qui amplifie ou déforme ce que nous ne voyons pas par nous-mêmes. Et plus nous nions ce reflet, plus l'impact de la relation s'intensifie. Jung disait que nous ne pouvons tolérer chez autrui ce que nous ne reconnaissons pas encore en nous-mêmes, et c'est pourquoi certaines personnes suscitent des émotions si intenses. Elles sont des projections vivantes de notre propre ombre. N'est-il pas curieux que ceux qui nous irritent ou nous blessent le plus soient souvent ceux qui ont le plus à nous apprendre? Est-ce une coïncidence si les conflits les plus graves surgissent toujours avec les personnes qui semblent se répéter tout au long de notre vie? Ou est-ce plutôt l'inconscient qui s'obstine à nous renvoyer les mêmes miroirs jusqu'à ce que nous puissions enfin les affronter avec courage? L'intensité de ces rencontres ne doit pas être sous-estimée. Souvent douloureuse, voire traumatisante, elle dissimule pourtant une fonction essentielle du processus d'individuation. Jung décrivait ce processus comme un cheminement vers la plénitude, intégrant le conscient et l'inconscient, la lumière et l'ombre. Sans miroirs humains, cette intégration serait impossible, car seuls, nous avons tendance à nier ce que nous ne voulons pas voir. Nous avons besoin de l'autre pour révéler ce que nous préférons cacher. C'est comme si chaque rencontre était une initiation secrète, un rite silencieux qui nous pousse au-delà des limites de notre identité. Confrontés à nos fragilités, nous sommes contraints de reconnaître que nous ne sommes pas seulement ce que nous pensons être, mais aussi ce que nous rejetons en nous-mêmes. Un exemple courant est l'engouement soudain. Combien de fois nous sommes-nous sentis attirés par quelqu'un de manière presque inexplicable, comme tirés par une force invisible? Jung expliquait que dans ces cas-là, nous projetons souvent notre anima ou notre animus, les aspects inconscients de la féminité et de la masculinité que nous portons en nous. La fascination est, en réalité, un appel à intégrer quelque chose qui manque à notre propre psyché. Nous aimons chez l'autre ce qui ne s'est pas encore éveillé en nous. De même, la haine que nous ressentons pour certaines personnes peut être la projection d'une part d'ombre que nous refusons de reconnaître. L'autre incarne nos propres dénis, ce qui nous perturbe car cela nous force à affronter ce que nous tentons de dissimuler. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes semblent exercer un pouvoir disproportionné sur nous, comme si elles pouvaient nous influencer en profondeur? La véritable raison se trouverait-elle en elles, ou ce pouvoir proviendrait-il du réflexe qu'elles éveillent en nous? Tout au long de notre vie, nous accumulons des rencontres qui nous servent de clés. Un professeur qui a cru en nous alors que nous doutions de nos capacités a peut-être semé la graine de la confiance. Un ami qui nous a abandonnés a peut-être révélé notre dépendance affective. Un inconnu qui nous a semés dans un moment de désespoir nous a peut-être montré que la gentillesse existe dans des endroits inattendus. Ces épisodes restent gravés non seulement dans notre mémoire, mais aussi dans notre âme, car ils touchent à des archétypes universels. Le soignant, le traître, le héros, le sage, tous apparaissent dans nos vies comme des personnes de chair et d'os, mais ils portent le poids symbolique de forces éternelles. Ce qui est fascinant, c'est de réaliser que même de brèves rencontres peuvent avoir un tel poids. Un regard dans le métro, une conversation rapide dans une file d'attente, un geste de solidarité inattendu, tout cela peut déclencher un changement intérieur. Il n'est pas nécessaire de passer des années avec quelqu'un pour qu'il devienne le point de départ de notre voyage. Parfois, il suffit d'un instant pour que la vie nous révèle quelque chose que nous n'oublierons jamais. L'intensité ne réside pas dans la durée, mais dans la résonance. Jung appelait cela la synchronicité, l'instant où deux événements apparemment sans lien se révèlent chargés de sens. Rencontrer quelqu'un qui dit exactement ce que nous avons besoin d'entendre au bon moment n'est pas le fruit du hasard, c'est l'inconscient collectif qui répond à l'appel de l'âme. Et vous, combien de fois avez-vous ignoré une rencontre parce qu'elle vous semblait insignifiante, pour vous rendre compte plus tard qu'elle avait tout changé?
Combien de fois n'avons-nous reconnu l'impact de quelqu'un que lorsqu'il était trop tard pour le remercier? En vérité, nous vivons entourés de maîtres déguisés. Ils ne portent pas de vêtements sages et ne s'expriment pas avec une autorité explicite. Ils peuvent être voisins, collègues, voire ennemis jurés. Chacun d'eux joue un rôle dans notre développement intérieur. Certains nous enseignent la patience, d'autres le courage, et d'autres encore nous forcent à affronter notre arrogance. Certains éveillent en nous une foi inattendue, d'autres nous montrent les limites de notre tolérance. Et quelle que soit notre résistance, chacun remplit sa fonction. L'univers semble envoyer les bonnes personnes au bon moment, non pas pour nous faire plaisir, mais pour nous transformer. Cette perspective peut être inconfortable, car elle nous prive de l'illusion de tout contrôler. Si chaque rencontre est significative, il n'y a plus de place pour l'idée que nous avons simplement été malchanceux en rencontrant quelqu'un. Il ne s'agit pas de chance ou de malheur, mais de miroir. Ce que nous voyons chez les autres nous concerne toujours, même lorsque nous pensons le contraire. Jung insistait sur le fait que les conflits relationnels sont des projections de contenus inconscients. Cela ne signifie pas que l'autre personne n'est pas responsable, mais que notre réaction révèle toujours quelque chose de nous-mêmes. C'est à ce stade que les relations deviennent des instruments de connaissance de soi plus puissants que n'importe quel livre ou théorie. Avez-vous déjà remarqué que souvent, les personnes qui nous font le plus mal sont aussi celles qui restent le plus gravées dans nos mémoires? Pourquoi la souffrance laisse-t-elle des cicatrices plus profondes que la joie? Se pourrait-il que la douleur soit le langage privilégié de l'inconscient pour nous forcer à nous tourner vers l'intérieur? Il y a aussi un mystère dans la répétition. Combien de fois nous sentons-nous attirés par le même type de personne, même en sachant que la fin sera douloureuse? Jung expliquait que cela se produit parce que la leçon n'a pas encore été apprise. Tant que nous n'avons pas intégré ce que le miroir révèle, l'inconscient persiste à nous y placer. C'est comme si nous étions prisonniers d'un cycle, répétant des histoires jusqu'à ce que nous décidions enfin d'en déchiffrer le message. Et lorsque nous reconnaissons enfin le schéma, nous ressentons un profond soulagement, comme si nous avions libéré une part de nous-mêmes condamnés à répéter éternellement la même erreur. Mais toutes les rencontres ne sont pas douloureuses. Il y a aussi ceux qui nous éclairent, qui réveillent en nous un espoir renouvelé. Ce sont des personnes qui arrivent avec une énergie si lumineuse qu'il semble impossible de ne pas se sentir transformé par leur présence. Jung a reconnu dans ces rencontres la manifestation d'archétypes lumineux, le sage, le héros, l'amant. Ces personnes agissent comme des guides temporaires, révélant des possibilités de croissance que nous ne percevrions pas seuls. Elles nous rappellent que nous ne sommes pas seulement faits d'ombre, mais aussi de lumière, et que la vie est un équilibre constant entre ces deux pôles. Vous souvenez-vous de quelqu'un qui est entré dans votre vie et l'a éclairé, même si ce n'était que pour un court instant? Qu'a-t-il éveillé en vous que vous n'aviez pas encore reconnu? La beauté de la perspective jungienne réside dans sa capacité à transformer notre perception des relations. Nous cessons de voir les gens superficiellement et commençons à les percevoir comme des symboles. Un partenaire n'est pas seulement un partenaire, mais aussi le reflet de notre relation profonde à l'amour. Un chef n'est pas seulement une figure d'autorité, mais un miroir de notre façon d'appréhender le pouvoir et l'obéissance. Un enfant n'est pas seulement un descendant, mais l'archétype vivant de la continuité et de la responsabilité. Lorsque nous commençons à voir les choses ainsi, chaque interaction devient une occasion de découverte de soi. Il n'y a pas de rencontre neutre. Chacun est un miroir, chacun est un initiateur. Cette vision exige cependant du courage, car nous n'aimons pas toujours ce que nous voyons en retour. L'autre peut révéler la colère que nous dissimulons, l'envie que nous nions, l'orgueil que nous dissimulons. Il est plus facile de blâmer l'autre que d'admettre que le reflet nous appartient. Mais Jung insistait, on ne peut grandir qu'en acceptant de se regarder dans le miroir sans peur. L'individuation n'est pas une voie d'évasion, mais de confrontation. Nous devons voir chaque visage comme une clé qui ouvre une porte en nous-mêmes. Et plus nous résistons, plus le chemin devient difficile. Combien de miroirs avez-vous évité de vous regarder? Quelle personne refusez-vous de voir, précisément parce qu'elle révèle quelque chose que vous refusez d'admettre? La vie, dans sa mystérieuse pédagogie, ne nous abandonne jamais. Elle continuera à nous envoyer les mêmes archétypes sous différentes formes jusqu'à ce que nous en tirions les leçons. La trahison peut provenir de différents partenaires, mais elle véhicule toujours le même message de confiance. L'abandon peut se reproduire entre amis et amoureux, mais il révèle toujours la même blessure intérieure. L'admiration que nous ressentons pour certaines personnes réapparaîtra également, car elle nous révèle le potentiel qu'il nous reste à développer. Rien n'est perdu. Rien n'est accidentel. Chaque rencontre est une pièce d'un puzzle plus vaste qui ne se révèle que lorsque nous examinons la situation dans son ensemble. Et c'est peut-être précisément là que réside le plus grand mystère, comprendre que chaque visage que nous rencontrons, d'une certaine manière, le nôtre.
L'autre n'est qu'un masque de l'inconscient collectif, nous guidant sur le chemin de l'individuation. Chaque personne est un enseignant, chaque relation un rite de passage, chaque conflit une initiation. Et lorsque nous acceptons cela, nous commençons à vivre différemment. Le monde cesse d'être le théâtre de coïncidences pour devenir un temple de symboles. Les gens cessent d'être des obstacles pour devenir des guides. La vie cesse d'être banale et devient sacrée. La question demeure donc, si chaque personne que nous rencontrons est le miroir de ce que nous portons en nous, que nous révèle ce qui réveille nos plus grandes ombres? Sommes-nous prêts à reconnaître que l'ennemi est, en réalité, l'initiateur le plus puissant de notre voyage? L'ombre nous accompagne depuis la naissance, silencieuse, patiente, attendant le moment où elle sera enfin reconnue. Carl Jung disait que l'ombre n'est pas seulement la somme des défauts ou des erreurs que nous cachons, mais tout le contenu refoulé, non vécu et non accepté qui habite l'inconscient. C'est comme un double invisible qui marche à nos côtés et qui, tôt ou tard, se manifeste à travers des rencontres et des situations. Nous pouvons croire choisir librement nos relations, mais Jung nous rappelle que, souvent, c'est l'ombre qui choisit pour nous. Elle nous entraîne dans des situations où nous sommes contraints de voir ce que nous préférons éviter. C'est pourquoi les relations peuvent être si intenses, en même temps, si douloureuses. Ce ne sont pas de simples rencontres entre deux individus, mais des collisions entre des ombres qui se reconnaissent. Certains récits illustrent de manière saisissante ce magnétisme invisible. Jung mentionna le cas d'une patiente qui, tout au long de sa vie, s'était impliquée à plusieurs reprises avec des hommes émotionnellement inaccessibles. Elle croyait que c'était un signe de malchance ou un destin cruel, mais après une analyse plus approfondie de ses rêves et de ses associations, elle réalisa qu'elle portait en elle un schéma inconscient. Depuis l'enfance, elle avait appris à ne pas s'attendre à une véritable affection, et cette croyance devint la fréquence silencieuse qui attirait les hommes incapables de lui offrir de l'amour. Son inconscient vibrait d'abandon, et le monde répondait par des abandons successifs. L'ombre, ignorée, revenait toujours sous la forme de nouvelles figures. Lorsqu'elle reconnut enfin cette blessure, elle put briser le cycle. Le magnétisme perdit de sa force car le reflet était perçu. N'est-il pas effrayant d'imaginer que nombre des situations qui nous impactent le plus ne sont pas choisies par notre raison, mais par la force cachée de l'inconscient? Si tout vibre et résonne, comment distinguer ce que nous choisissons réellement de ce qui a été choisi par notre intériorité? Ce mystère s'approfondit lorsque l'on considère comment des groupes entiers semblent vibrer en harmonie avec un contenu similaire. Jung appelait cela l'inconscient collectif, un champ partagé d'images, de symboles et d'archétypes appartenant non seulement à l'individu, mais à l'humanité tout entière. De même que les individus attirent ceux qui résonnent avec leurs ombres personnelles, des sociétés entières attirent des dirigeants, des crises ou des transformations qui reflètent leurs ombres collectives. Un peuple en proie à la peur peut attirer des dirigeants autoritaires. Une société obsédée par son image peut engendrer des célébrités vides de sens, miroirs de sa superficialité. Les individus ne sont pas les seuls à porter des ombres, des cultures entières ont aussi leur zone de refoulement, qui trouvent toujours un moyen de se manifester dans le monde extérieur. Il est intéressant de noter que Jung a identifié des cycles historiques au cours desquels des symboles similaires ont émergé à différentes époques. Lorsque l'humanité s'est trop éloignée de ses instincts, des figures archétypales du guerrier ou du filou ont réapparu sous forme de leaders ou de mouvements culturels. Lorsque la spiritualité était réprimée, des prophètes, des saints ou des visionnaires ont émergé. Ces mouvements n'étaient pas le fruit de la volonté de quelques-uns, mais du magnétisme collectif qui attirait précisément ce qui était réprimé. C'est pourquoi on se demande souvent comment certaines figures historiques ont pu s'élever dans des contextes apparemment improbables. La réponse, selon Jung, ne réside pas seulement dans le hasard politique, mais dans l'appel inconscient d'une société qui avait besoin d'affronter sa propre ombre. Combien de fois vous êtes-vous senti entraîné dans une situation que, rationnellement, vous n'auriez jamais choisie? Combien de fois avez-vous réalisé que le conflit qui vous affectait le plus semblait avoir été conçu pour vous? Un exemple frappant est tiré de la vie de Jung. Lors d'une séance, une patiente a raconté avoir rêvé d'un scarabée doré, symbole égyptien de transformation et de renaissance. Tandis qu'elle parlait, un scarabée est entré par la fenêtre du cabinet, un événement extrêmement improbable dans la région et à la saison. Jung a tendu l'insecte à la patiente en disant « Voici votre scarabée ». Pour lui, ce n'était pas une coïncidence, mais une synchronicité, l'inconscient se matérialisait dans le monde physique. La patiente était en pleine transformation, et le symbole apparaissait simultanément dans le rêve et dans la réalité. Le magnétisme de l'inconscient avait attiré l'événement extérieur. Ces épisodes révèlent que l'inconscient n'est pas seulement un espace intérieur, mais une force qui façonne aussi la réalité objective. Cela nous amène à nous interroger sur l'étendue de la portée de la psyché.
Si nos pensées et nos émotions sont capables d'attirer des personnes et des événements qui reflètent nos ombres, peuvent-elles aussi influencer des événements plus vastes, apparemment sans rapport avec nos vies? Jung le croyait. Il soutenait que la psyché et la matière sont les deux faces d'une même réalité, reliées par des lois encore invisibles à la science. L'ombre, refoulée, ne disparaît pas, elle cherche un moyen de s'exprimer, que ce soit dans des conflits personnels ou des tensions collectives. Ce que nous nions en nous-mêmes revient à travers le monde, insistant pour être vu. L'ombre se révèle aussi dans les petites choses du quotidien. Pensez à l'irritation disproportionnée que nous ressentons face à quelqu'un qui parle trop fort, ou au mépris instantané que nous éprouvons pour ceux qui affichent des traits que nous dissimulons en nous-mêmes. Ces sentiments ne surgissent pas de nulle part. Ce sont des projections. Celui qui méprise l'arrogance peut nier sa propre ambition. Celui qui ne supporte pas la vulnérabilité d'autrui peut cacher ses propres faiblesses. L'ombre se projette sur l'autre, et nous croyons que le problème est extérieur, alors qu'en réalité il est intérieur. L'autre devient le théâtre de nos propres combats invisibles. Et vous, combien de fois avez-vous reproché à quelqu'un quelque chose qui, au fond, n'était que le reflet de ce que vous n'aviez pas encore accepté en vous-même? Dans certains cas, ce magnétisme peut devenir dangereux. Les personnes peuvent être entraînées à répétition dans des relations destructrices, comme si une force invisible les poussait toujours dans la même direction. Jung expliquait que, dans ces cas, l'inconscient cherche une forme de guérison, aussi douloureuse soit-elle. C'est comme dire, tant que tu ne le regardes pas, tu continueras à vivre la même histoire. La répétition n'est pas une punition, mais une tentative désespérée de la psyché de faire émerger ce qui a été oublié. Le fait est que, sans connaissance de soi, nous pouvons passer notre vie entière piégés dans les mêmes cycles, nous croyant victimes du destin, alors qu'en réalité nous sommes prisonniers de notre ombre non reconnue. Les témoignages de personnes ayant échappé à ces cycles confirment ce point de vue. Une femme constamment impliquée dans des relations abusives, par exemple, n'a pu s'en libérer que lorsqu'elle a pris conscience qu'elle portait en elle la conviction qu'elle devait sauver les autres pour se sentir aimée. Cette croyance était l'ombre qui l'attirait vers les hommes problématiques. Lorsqu'elle a intégré cette part d'elle-même, ce schéma s'est dissipé. Le changement n'est pas venu de l'extérieur, mais de l'intérieur. L'ombre reconnue a perdu son pouvoir d'attraction. N'est-il pas surprenant de constater que la véritable liberté ne réside pas dans le contrôle du monde extérieur, mais dans l'illumination du monde intérieur? Que le pouvoir de transformer nos rencontres ne réside pas dans le fait d'éviter certaines personnes, mais dans la reconnaissance des reflets qu'elles véhiculent? Un autre point fascinant concerne la façon dont l'ombre se manifeste dans les rêves. Jung a consacré une grande partie de sa vie à l'interprétation des rêves, convaincu que l'inconscient y parle symboliquement. Souvent, des figures effrayantes ou des situations chaotiques apparaissent dans les rêves non pas pour nous nuire, mais pour révéler quelque chose que nous ignorons. Un patient de Jung rêvait à plusieurs reprises qu'il était poursuivi par un homme cagoulé. Il interpréta d'abord cela comme une menace, mais Jung expliqua que le poursuivant était en réalité une partie de lui-même en quête de reconnaissance. Ayant compris cela, le patient cessa de fuir et commença à dialoguer avec la figure dans ses rêves, découvrant des aspects de lui-même qu'il avait refoulés. L'ombre, lorsqu'elle est vue, cesse d'être un ennemi et devient un guide. Mais pourquoi avons-nous si peur de regarder l'ombre? Peut-être parce qu'elle nous oblige à abandonner les masques que nous créons pour survivre. Jung parlait de la persona, ce masque social que nous portons pour être acceptés. La persona est nécessaire, mais croire que nous ne sommes que cela nous éloigne de notre véritable moi. L'ombre est tout ce que la persona rejette. En la regardant, l'illusion que nous ne sommes que l'image que nous projetons s'effondre. Reconnaître l'ombre, c'est reconnaître que nous sommes aussi fragiles, contradictoires et vulnérables. C'est admettre que la gentillesse coexiste avec la colère, que la compassion avec l'égoïsme, que le courage avec la peur. C'est douloureux, mais aussi libérateur. Avez-vous déjà pensé à quel point votre vie serait différente si vous acceptiez pleinement les parties de vous-même que vous cachez aux autres et même à vous-même? Des récits improbables corroborent cette idée. Lors d'un de ses voyages, Jung entendit parler d'une tribu africaine qui croyait que les maladies physiques survenaient lorsque l'ombre d'une personne devenait trop pesante. Pour eux, guérir signifiait renouer avec les parties oubliées de l'âme. Cette pensée, culturellement éloignée, fait écho à la vision jungienne selon laquelle il est impossible de séparer le corps et la psyché. Ce qui est refoulé se manifeste d'une manière ou d'une autre, que ce soit par des symptômes psychologiques ou des événements extérieurs. L'ombre cherche à s'exprimer, et plus on la nie, plus elle s'amplifie. C'est en ce sens que les rencontres humaines gagnent en profondeur. Les personnes que nous croisons partagent non seulement des moments avec nous, mais portent aussi des projections de notre ombre. Elles nous poussent à voir ce que nous cachons, à accepter ce que nous rejetons, à intégrer ce que nous nions. Chaque relation est un laboratoire où l'ombre se manifeste.
Et chaque conflit est une occasion de réconciliation intérieure. La plus grande révélation est peut-être celle-ci: l'ombre n'est pas l'ennemi. Elle est essentielle au chemin vers l'individuation. Sans elle, nous ne serions que des masques superficiels, des personnages vides de sens. C'est à travers l'ombre que nous découvrons notre pleine humanité. Et le plus surprenant, c'est que, souvent, ce n'est pas nous-mêmes qui nous la montrons, mais ceux que nous rencontrons sur notre chemin. Ce sont des miroirs vivants, des guides inattendus, des initiateurs qui nous conduisent au plus profond de nous-mêmes. Et puis vient la question brûlante: si l'ombre nous guide à travers les gens et les situations, sommes-nous prêts à voir en elle non seulement ce que nous craignons, mais aussi ce dont nous avons besoin pour devenir entiers? La vie ne se présente jamais comme un simple chemin droit et éclairé. Pour Carl Jung, le véritable développement humain se produit en affrontant les obstacles, dans les épreuves qui semblent nous mettre à l'épreuve jusqu'à nos limites. Chaque rencontre, chaque relation, chaque difficulté porte en elle la marque d'une initiation spirituelle. Ce n'est pas un hasard si nous ressentons que certaines situations nous transforment à jamais, comme s'il s'agissait de rituels secrets où quelque chose en nous meurt et quelque chose de nouveau naît à sa place. Jung disait que l'individuation ne se produit pas dans le confort, mais dans la tension, le conflit et le courage de traverser les ombres. La vie, dans sa sagesse silencieuse, organise des rencontres qui fonctionnent comme des rites de passage. Ce sont des personnes et des expériences qui nous forcent à mûrir, qui brisent nos illusions et qui, souvent, nous poussent vers l'inconnu. Pensez à toutes les fois où vous avez été surpris par une perte soudaine, un rejet inattendu ou un échec qui vous a semblé insupportable. Ces moments ne sont pas de simples accidents, mais des invitations à une initiation. Dans la tradition des peuples anciens, les rites de passage étaient toujours synonymes de douleur, de peur et d'incertitude. Le jeune homme affrontait la solitude dans la forêt, le guerrier affrontait le silence de la grotte, l'enfant subissait les cérémonies symboliques de la mort et de la renaissance. La souffrance n'était pas une punition, mais un instrument de transformation. Jung voyait ces rites comme l'expression du même processus que nous vivons encore aujourd'hui, quoique sous des formes moins explicites. Chaque défi auquel nous sommes confrontés est, par essence, un rite de passage qui nous rapproche de notre véritable moi. Ce qui est fascinant, c'est que, souvent, ces initiations se présentent sous des apparences ordinaires. Une personne qui semble nous rendre la vie difficile peut être précisément celle qui réveille en nous des forces latentes. Un collègue qui nous met constamment au défi peut nous forcer à développer notre résilience. Un partenaire qui suscite notre jalousie peut nous forcer à affronter de profondes insécurités. Un ami qui nous déçoit peut nous montrer le besoin d'autonomie. Ce qui semble être un simple conflit est en réalité une initiation. Derrière le chaos se cache une opportunité d'intégration. Et même si nous résistons, la vie persiste à nous placer dans ces situations, car c'est grâce à elle que nous grandissons. Mais sommes-nous prêts à considérer ces conflits comme faisant partie d'un processus plus vaste? Ou préférerions-nous les considérer comme de simples injustices aléatoires et dénuées de sens? De nombreux témoignages de transformation personnelle montrent que le véritable éveil survient après de grandes épreuves. Un homme qui a tout perdu dans la faillite découvre, des années plus tard, que cette perte l'a libéré d'une vie inauthentique. Une femme abandonnée découvre, avec le temps, que cet abandon l'a forcée à trouver sa propre force intérieure. Ces exemples révèlent que la vie n'est pas mauvaise dans ce qu'elle apporte. Ce que nous appelons la tragédie peut être la porte d'entrée vers une nouvelle étape. Jung insistait sur le fait que l'inconscient organise des expériences apparemment chaotiques, mais porteuses d'un but d'intégration. La douleur est souvent le prix de la renaissance. Des histoires improbables corroborent ce point de vue. Un jeune patient gingien, en proie à des crises d'angoisse, racontait qu'à chaque fois qu'il tentait d'entamer une relation amoureuse, un événement inexplicable se produisait et éloignait la personne. Il se croyait victime d'un mauvais sort, mais Jung l'interpréta comme un signe inconscient. Il devait d'abord affronter sa dépendance affective et sa difficulté à accepter la solitude. Les ruptures n'étaient pas des punitions, mais des initiations. Lorsqu'il comprit enfin le message, sa vie amoureuse fut transformée. L'obstacle qui semblait une malédiction était en réalité le rite qui le préparait à une relation véritable. Et combien de fois la même chose nous arrive-t-elle ? Combien de fois ce qui semble être la pire perte se transforme-t-il en une occasion de vivre quelque chose qui autrement ne serait jamais arrivé ? La psychologie analytique nous montre qu'il n'y a pas de croissance sans confrontation avec l'ombre. Celle-ci apparaît non seulement comme une projection sur autrui, mais aussi comme des obstacles qui semblent venir de l'extérieur. Pourtant, ils pointent toujours vers l'intérieur. Lorsque nous ne supportons pas la critique, c'est qu'elle touche à une blessure existante. Lorsque nous ressentons une colère débridée envers quelqu'un, c'est parce qu'il nous force à voir quelque chose que nous avons nié. Chaque conflit est une occasion de traverser le rite de l'ombre. Jung affirmait que seule l'intégration de l'ombre permet d'avancer sur le chemin de l'individuation. Et pour l'intégrer,
nous avons besoin de rencontres qui nous perturbent. Ce sont les portes que l'inconscient nous invite à franchir. Le plus surprenant est que même ceux qui semblent entraver notre destinée peuvent être les instruments de notre destinée. Songez aux ennemis historiques qui ont façonné les dirigeants, aux rivaux qui ont contraint les artistes et les scientifiques à dépasser leurs limites, aux critiques qui ont révélé des faiblesses à corriger. La présence de l'autre, même sous ses formes les plus difficiles, relève toujours d'une pédagogie invisible. Rien n'est gratuit, rien n'est dénué de sens. L'autre est toujours l'initiateur, même s'il joue le rôle d'adversaire. Et si chaque conflit dans votre vie n'était pas une erreur, mais un rituel préparé spécialement pour vous? Et si tous ceux qui semblaient s'opposer à vous étaient en réalité des maîtres cachés, chargés de vous éveiller? C'est à ce stade que le chemin devient plus exigeant. Car reconnaître la fonction initiatique des relations ne signifie pas idéaliser la douleur ni justifier les abus, mais comprendre que ce qui nous blesse nous transforme aussi. Jung disait que la vie n'est pas faite pour être confortable, mais pour avoir du sens. L'individualisation n'est pas l'atteinte de la tranquillité, mais de la plénitude. Et la plénitude ne s'obtient que lorsque nous supportons les incendies, traversons les déserts et acceptons les miroirs les plus sombres. Toute relation difficile est une épreuve. Et chaque épreuve, une fois surmontée, est un rite accompli. Ces rites ne suivent pas un calendrier prévisible. Ils surviennent au moment où l'on s'y attend le moins. Une trahison peut déclencher un voyage de découverte de soi. Un renvoi peut ouvrir la voie à une nouvelle vocation. Une maladie peut devenir le tournant d'une vie plus consciente. La vie choisit ses rites avec une précision symbolique, et l'inconscient participe activement à ce choix. Rien de ce que nous vivons n'est perdu, chaque épisode est une pièce d'un puzzle qui ne se révèle pleinement qu'avec le recul. Et pourtant, tant que nous sommes plongés dans ce processus, tout semble chaotique. Combien de fois vous êtes-vous retrouvé au milieu d'un chaos total et n'avez-vous réalisé que plus tard que c'était à ce moment-là que votre vie commençait vraiment à changer? La tension est nécessaire car elle brise les vieux schémas. Sans tension, nous stagnerions dans nos masques et nos illusions. Jung disait que la vie pousse l'individu vers l'individuation, et que lorsqu'il résiste, les épreuves s'intensifient. C'est comme si la psyché n'acceptait pas la stagnation. Elle crée des rencontres, des crises et des défis pour nous forcer à avancer. Et même lorsque nous tentons de nous échapper, la vie nous rattrape. Tôt ou tard, l'initiation survient. Nous ne pouvons nous échapper. Il y a quelque chose de mystérieux à réaliser que les plus grands maîtres peuvent naître de figures improbables. Un voisin qui nous agace par de petits gestes peut être celui-là même qui nous apprend la patience. Un collègue qui se bat agressivement pour avoir de l'espace peut être celui qui nous révèle notre propre difficulté à fixer des limites. Même un enfant peut jouer ce rôle, révélant la tendresse ou la vulnérabilité que nous avions oubliée. Il n'y a pas de rencontres sans importance. Elles sont toutes porteuses de sens. Et elles peuvent toutes devenir des initiations, si nous avons les yeux pour voir. Mais sommes-nous prêts à regarder? Sommes-nous prêts à accepter que les preuves que nous rejetons si souvent peuvent être les plus beaux cadeaux de la vie? Dans les sociétés anciennes, personne n'accomplissait un rite de passage sans guide. Il y avait des maîtres, des anciens et des chamans. Jung pensait que ce rôle existe encore aujourd'hui, mais sous différentes formes. Nos guides ne sont pas seulement des sages, mais aussi des personnes qui nous mettent au défi. Un guide peut être un thérapeute qui nous force à revisiter des souvenirs douloureux, mais aussi un ennemi qui nous force à renforcer notre âme. Un guide peut être un maître spirituel qui nous inspire, mais aussi un sceptique qui nous confronte à des questions dérangeantes. Chaque guide se présente sous la forme dont nous avons besoin. Et souvent, nous ne reconnaissons son rôle que bien plus tard. N'est-il pas étonnant que la chose même que nous résistons le plus à accepter soit précisément celle qui nous apprend le plus? La vie nous place devant ces rites car elle sait que c'est seulement ainsi que nous mûrissons. Les pertes, les conflits et les déceptions ne sont pas des détours, mais des étapes sur le chemin. Ce sont des clés qui ouvrent des portes que nous ne pourrions ouvrir seuls. Jung disait que le processus d'individuation est une longue série de morts et de renaissances. Nous mourrons à nos anciennes identités, à nos anciennes croyances, à nos illusions. Et nous renaissons à une conscience plus vaste, plus authentique, plus complète. Les personnes que nous rencontrons sont les gardiennes de ces portails. Certaines nous guident avec douceur, d'autres nous poussent avec violence, mais toutes remplissent leur rôle. Et puis vient la grande question, si chaque rencontre est un rite de passage, quelle initiation nous attend encore? Sommes-nous prêts à la traverser, ou cherchons-nous encore à échapper aux épreuves que la vie nous réserve? La vie n'a jamais été une simple série d'événements épars, fragmentés par le hasard selon un calendrier désordonné. Dès le début, Carl Jung nous a enseigné que tout ce qui arrive a un lien symbolique avec notre âme. Rien n'est accidentel, rien n'est une perte gratuite, rien n'est une simple coïncidence. Chaque rencontre, chaque séparation, chaque victoire et chaque défaite sont liées à un réseau invisible de signification qui nous imprègne et nous façonne.
Parvenir à ce point, au terme de ce voyage, c'est comprendre que regarder au-delà des coïncidences, c'est accepter que nous vivons dans un tissu sacré, où chaque fil est important et chaque nœud nécessaire. La question qui demeure n'est pas de savoir si la vie a un sens, mais si nous sommes prêts à le voir dans les détails de notre chemin. Le problème, c'est que nous avons été élevés dans l'idée contraire. Nous avons grandi en entendant que la vie est aléatoire, que tout est une question de chance ou de malheur, que nous sommes à la merci de forces aveugles qui se moquent du destin humain. Mais Jung rompt avec cette vision limitée et nous montre que la psyché n'est pas isolée, que l'inconscient nous parle par le biais de symboles et que les rencontres de notre vie sont l'expression visible de processus invisibles. En y réfléchissant, nous réalisons que les histoires les plus mémorables ne sont pas celles planifiées, mais celles qui nous sont venues à l'esprit. L'ami arrivé au bon moment, l'amour qui a surgi quand on s'y attendait le moins, la douleur qui s'est transformée en renaissance. Rien de tout cela n'était un accident. Tout était lié. Mais comment appliquer cela à notre vie pratique? Comment transformer cette perception en un véritable chemin de changement? La première étape consiste à cultiver l'attention. Nous devons apprendre à écouter non seulement avec nos oreilles, mais aussi avec notre âme. Lorsque quelqu'un se présente à nous, ne nous demandons pas simplement « Qui est cette personne ?» mais « Qu'est-ce que cette rencontre essaie de me révéler sur moi-même ?» Lorsqu'une difficulté se présente, ne nous limitons pas à nous demander « Pourquoi cela m'est-il arrivé ?» mais « Quelle part de ma vie a besoin de s'éveiller face à ce défi ?» Ce changement de perspective change tout. Ce qui semblait être un ennemi devient un enseignant. Ce qui semblait être une tragédie devient un rite de passage. Ce qui semblait être un hasard se révèle être une synchronicité. La deuxième étape consiste à reconnaître l'ombre. Impossible d'appliquer ce que nous avons appris si nous n'avons pas le courage de regarder en nous-mêmes et de voir ce que nous avons nié. L'ombre ne disparaît pas parce qu'on l'ignore. Elle revient sous la forme de personnes, d'événements et d'émotions. Chaque fois que nous ressentons une colère débridée, chaque fois que nous rejetons la faute sur les autres, chaque fois que nous évitons d'affronter nos peurs, nous ne faisons qu'alimenter l'ombre. Mais lorsque nous avons le courage de nommer ce que nous ressentons, de reconnaître nos faiblesses et d'intégrer ce qui semblait inacceptable, quelque chose d'extraordinaire se produit, l'ombre perd son pouvoir de domination et devient une alliée. Appliquer cela à la vie pratique est simple, mais cela exige de l'honnêteté. La prochaine fois que quelqu'un déclenche une émotion forte en vous, au lieu de simplement réagir, demandez-vous, qu'est-ce que ce reflet révèle de moi? La troisième étape consiste à cultiver la résonance consciente. Nous savons déjà que tout vibre et que nous attirons les personnes et les événements qui correspondent à ce que nous émettons. Il est donc essentiel de prendre soin de la fréquence intérieure que nous rayonnons. Il ne s'agit pas de réprimer les émotions négatives ni de forcer des pensées positives artificielles. Il s'agit de s'aligner sur la vérité. Si nous sommes en contact avec notre ombre, si nous reconnaissons nos blessures, si nous cultivons la gratitude, la compassion et l'authenticité, notre vibration change naturellement. Et lorsqu'elle change, le monde qui nous entoure change aussi. Cela ne se produit pas du jour au lendemain, mais à chaque petit choix. Prendre soin de nos pensées, de nos paroles et de nos intentions, c'est prendre soin de la fréquence qui résonne dans l'univers. Cette pratique est une forme de spiritualité quotidienne, accessible à tous. La quatrième étape consiste à considérer les rencontres comme des initiations. Concrètement, cela signifie qu'au lieu de rejeter les relations difficiles ou d'idéaliser les plus faciles, nous devons reconnaître qu'elles ont toute une utilité. Une relation amoureuse qui se termine peut être une initiation à l'autonomie. Une amitié qui se brise peut être une initiation au discernement. Une critique inattendue peut être une initiation à l'humilité. En considérant les rencontres comme des épreuves symboliques, nous cessons de lutter contre la vie et commençons à collaborer avec elle. Il ne s'agit pas d'accepter passivement la douleur, mais de comprendre que même les douleurs les plus profondes portent en elles les germes de la transformation. Le secret est de ne gâcher aucune expérience, aussi petite ou douloureuse soit-elle. On pourrait se demander si ce n'est pas trop demandé aux êtres humains. Comment maintenir cette conscience au milieu de tant d'agitation, de tant de responsabilités, de tant de problèmes concrets? C'est précisément la beauté de la pensée de Jung. Nous n'avons besoin ni de temple, ni de retraite lointaine, ni de conditions idéales. Le sacré se révèle au quotidien. Chaque personne que nous rencontrons est un enseignant potentiel. Chaque événement est une leçon. Chaque émotion est un message. La pratique consiste à vivre avec une attention symbolique, les yeux ouverts au langage caché de la vie. Il n'est pas nécessaire d'arrêter le monde pour écouter la psyché. Il suffit de l'écouter au cœur du monde dans lequel nous vivons déjà. Mais il existe aussi une cinquième étape, peut-être la plus difficile et la plus transformatrice, accepter la cyclicité. Jung disait que la vie n'est pas une ligne droite, mais un cycle de mort et de renaissance. Appliquer cela signifie accepter qu'il y aura des chutes,
des échecs et des pertes, et que tout cela fait partie du processus. L'erreur n'est pas d'échouer, mais de croire que l'échec est la fin. L'erreur n'est pas de perdre, mais de croire que la perte nous définit. Lorsque nous comprenons que chaque fin est aussi un début, nous ne résistons plus au flux. Mettre cela en pratique, c'est se rappeler, dans les moments les plus sombres, que la nuit prépare toujours le lever du soleil. C'est avoir confiance que la psyché sait ce qu'elle fait, même lorsque nous ne comprenons pas. Tout au long de ce voyage, nous avons constaté que rien n'arrive par hasard, que tout vibre, que chaque personne est un miroir, que l'ombre est un guide, que les rencontres sont des rites de passage. Nous avons maintenant atteint le point final, regarder au-delà des coïncidences et vivre avec conscience de l'invisible qui nous entoure. Cela ne signifie pas que nous vivrons une vie sans douleur, mais que nous la ressentirons avec sens. Cela ne signifie pas que nous n'aurons plus jamais de doute, mais que nous apprendrons à considérer même le doute comme faisant partie du voyage. Cela ne signifie pas que nous contrôlerons tout, mais que nous reconnaîtrons dans l'incontrôlable la main invisible qui nous guide vers la plénitude. Alors, que ferez-vous désormais? Continuerez-vous à vivre comme si tout était une coïncidence, comme si les gens n'étaient que des personnages aléatoires qui allaient et venaient dans votre vie? Ou déciderez-vous de considérer chaque rencontre comme un symbole, chaque émotion comme un message, chaque instant comme une initiation? À vous de choisir. Mais rappelez-vous, la vie n'attend pas. Chaque instant est une opportunité. Chaque personne qui croise votre chemin aujourd'hui détient peut-être la clé que vous attendez depuis des années. Ne la gâchez pas. Soyez attentifs. Écoutez. Déchiffrez. Si, tout au long de cette vidéo, vous avez senti un souvenir revenir, une relation prendre un nouveau sens ou une ancienne douleur s'éclaircir, alors la transformation est déjà en marche. Car le changement ne se produit pas par bond, mais par de petites perceptions qui modifient notre vision du monde. Autorisez-vous à vivre avec cette nouvelle conscience. Autorisez-vous à voir au-delà des coïncidences. Autorisez-vous à reconnaître que chaque pas, chaque personne, chaque événement fait partie d'un processus plus vaste qui vous mène à votre véritable essence. C'est le chemin de l'individualisation. C'est la vocation de la vie. Et maintenant, si ce message vous a touché, je vous demande de ne pas le garder pour vous. Aimez cette vidéo pour que davantage de personnes puissent la recevoir. Laissez un commentaire, même anonyme, pour partager ce que vous avez ressenti ou découvert au cours de votre propre cheminement. Et abonnez-vous à la chaîne pour continuer à cheminer avec nous sur ce chemin de connaissance de soi et de transformation. La vie n'est pas faite de coïncidences, mais de rencontres significatives. Puisse cette rencontre entre nous faire partie de votre initiation.